Si tu viens écouter ce podcast en t'attendant à recevoir une liste d'erreurs à éviter, tu seras déçu parce que tu vas découvrir quelque chose de plus important encore, c'est que beaucoup de comportements qui abîment le couple naissent d'une bonne intention. Tu veux bien faire, tu essayes d'aimer, tu cherches à protéger, à réparer, à améliorer la relation et pourtant, sans t'en rendre compte, certains gestes créent l'effet inverse. Donc ce podcast va te permettre de voir ce que tu fais déjà de juste, pourquoi ça ne produit pas toujours le résultat attendu et comment ajuster sans te remettre en question comme personne. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es souvent en train d'essayer sans les bons repères, sans savoir si ce sont effectivement les bons repères, ça te fatigue, ça t'épuise et je vais te donner ici des éléments qui vont t'éclairer et t'aider à continuer à faire de ton mieux. Je crois qu'il est important de commencer en se souvenant qu'en réalité, beaucoup de comportements difficiles viennent de qualité. Vouloir apaiser a pour intention d'éviter les conflits. Vouloir aider a pour intention de donner des solutions, d'apporter de l'aide, du réconfort, d'alléger la situation douloureuse vécue par notre partenaire. Vouloir aimer a pour intention de limiter le contrôle, et même parfois de contrôler, même si c'est pas mal intentionné, ou d'anticiper le risque que l'autre risque de rencontrer, permets-moi cette répétition, et vouloir rassurer a pour intention souvent d'insister, d'assister, d'apporter un soutien, une épaule, de vérifier pour s'assurer là également que quelque chose ne viendra pas contrecarrer les plans, les projets, les aspirations de notre partenaire. Donc l'idée centrale, c'est que le problème n'est pas l'intention, parce que la plupart du temps, pour ne pas dire quasiment tout le temps, voire tout le temps, et ce n'est pas surprenant que tu te rendes compte que dans 100% des cas, tu as véritablement l'intention saine du beau, du mieux, du bien, de l'amour, du mieux-être, d'une meilleure relation, etc. Donc tu te rends bien compte que le problème n'est pas l'intention. C'est le décalage entre l'intention et l'impact de ton action. Alors, on fait souvent ce que l'on a entendu, ce qui n'est pas surprenant. Ce que l'on a, quand je dis entendu, ça veut dire aussi observé dans ses parents, dans ses aïeux, son entourage, les couples voisins, les couples modèles, les couples amis. Et on applique la manière de communiquer que l'on a apprise, même si on n'est pas conscient d'avoir appris. On applique la manière de faire des efforts que l'on a vus et apprises et qui s'est imprégné en nous. Comme on applique la manière d'être patient qu'on a vu dans notre environnement, même si je rappelle qu'on n'est pas conscient d'avoir vu. Et c'est pareil pour la manière de faire plaisir, de chercher à répondre aux attentes, aux besoins, aux désirs de l'autre. Mais si l'état intérieur n'est pas aligné, la communication devient un reproche. L'effort devient une forme de dette, un poids, la patience devient frustration, et parfois même frustration inaudible parce qu'on ne la verbalise pas, mais frustration réelle quand même, et le geste devient une attente de retour. Je n'ai pas l'intention de vouloir que l'autre fasse, mais en même temps, je me rends compte que c'est parfois assis tapis au fond de moi. Quand j'ai fait quelque chose, que j'ai fait un effort, j'ai une certaine attente qui vient nourrir une frustration, une déception. Donc quelque part, on agit correctement, mais pas nécessairement depuis le bon endroit. Ce que tu fais sans t'en rendre compte et qui fatigue la relation, c'est par exemple le fait d'expliquer au lieu d'écouter quand ton partenaire te parle. Donc tu donnes des conseils alors que l'autre raconte simplement sa journée difficile ou la pénible relation qu'il a eue avec sa mère, avec son père ou avec votre enfant. Tu cherches à démontrer pourquoi l'autre se trompe plutôt que de comprendre ce qu'il ressent. Ou bien tu coupes la parole pour clarifier parce que tu tiens vraiment à expliquer. Cela dit, tu expliques au lieu d'écouter. Tu reformules en utilisant tes reformulations pour donner davantage de détails correctifs. Et ainsi, avec une bonne intention, tu abîmes la relation.
Autre exemple, c'est que tu veux réparer au lieu d'accueillir. Par exemple, tu veux proposer immédiatement une solution quand l'autre te dit qu'il a mal ou qu'il va mal ou qu'il n'a pas apprécié une chose. Tu as tendance aussi à minimiser la difficulté pour rassurer, en lui disant c'est pas grave, non mais ça ira bien, mais t'en fais pas. Et ça, on a tellement pris l'habitude de le vivre, de l'entendre, de le voir autour de nous qu'on se dit que c'est un signe d'amour, c'est une manière de soutenir notre partenaire. Tu as aussi tendance à vouloir calmer une tristesse au lieu de rester présent à cette tristesse, de la laisser s'exprimer, de la laisser s'installer et puis peut-être migrer vers ce qu'elle veut. Tu voudrais qu'elle s'arrête plus vite, alors tu cherches les boutons sur lesquels tu vas pouvoir appuyer de manière à ce que la tristesse se transforme en « ça va mieux ». Avec une intention très claire, je dis bien, de manifester ton amour, tu es vraiment assis, campé dans ce projet qui consiste à donner de l'amour à ton partenaire. Et puis tu veux aussi passer en mode sauveur. Dès qu'une émotion apparaît, paf, tu voudrais sauter dessus pour, avec un coup de baguette magique, la transformer en émotion agréable et faire que ton partenaire se sente mieux. Et ça participe à abîmer le lien. Et je rappelle que tu veux bien faire. On est bien au clair là-dessus depuis le début de notre entretien de ce jour. Autre chose que tu aimes faire ou que tu fais de manière spontanée et tu as l'impression que c'est naturel, mais ça n'a rien de naturel, c'est automatique, c'est d'anticiper au lieu de demander. Donc tu veux faire une tâche à la place de l'autre en pensant lui rendre service sans vérifier que ça lui rende véritablement service, sans avoir pris soin de poser des questions pour savoir où il en est. Et puis tu veux réorganiser le planning familial sans en parler à ton partenaire, ce qui fait qu'il le vit mal et que tu ne comprends pas parce que ta démarche était bien intentionnée, tu voulais améliorer les choses, surtout qu'il a dit qu'il y avait peut-être trop de rendez-vous, trop peu de temps pour vous, ou que le temps alloué aux enfants venait empiéter sur du temps que vous aviez ensemble. Donc tu as pris l'initiative de faire un remplacement ou un réaménagement de l'agenda familial et ton partenaire le vit mal. Et puis tu peux avoir tendance à intervenir dans un problème que l'autre voulait gérer seul. Il te dit que c'est difficile avec son employeur ou avec un collègue, peut-être avec son père ou son frère, et tu lui dis tu pourrais peut-être faire comme ceci, faire comme cela, lui dire ceci ou lui dire cela, ou peut-être adopter telle autre posture. Alors que ton partenaire ne t'a pas demandé d'intervenir, tu interviens, tu anticipes au lieu de lui demander. Sans t'en rendre compte, tu lui donnes le sentiment qu'il n'est pas capable, alors que ta véritable intention, c'est de lui dire que tu es auprès de lui, que tu l'aimes et que tu veux le soutenir. C'est tellement fréquent et tellement douloureux de vivre ça. Parce qu'on se dit, mais je veux vraiment lui faire du bien, je veux vraiment lui donner le meilleur, je peux pas le laisser comme ça, je peux pas le laisser dans son problème sans rien faire. Et tu as tout à fait raison, tu es bien intentionné, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Autre illustration, c'est que tu peux attendre une reconnaissance même si tu ne la formules pas. Donc tu espères que ton partenaire remarquera tes efforts spontanés, peut-être ce que tu as fait en prenant plus soin de la maison ou bien de ses affaires, et tu sens une frustration qui se répète et qui te donne le sentiment qu'un fossé se creuse entre vous. Tu peux aussi penser parfois, s'il m'aimait vraiment, il verrait ou il ferait ceci ou cela. C'est le sujet d'un podcast que j'ai enregistré il y a quelques semaines, donc tu peux aller sur le site couple-heureux.com et taper « S'il m'aimait » et tu tomberas sur le podcast que tu pourras prendre le temps d'écouter. Et puis tu peux aussi, toujours dans cette dynamique d'attendre une reconnaissance, donner beaucoup en attendant inconsciemment un retour équivalent à ce que tu as donné. Ça a du bon. Mais quand cette inconscience flotte entre conscience-inconscience, semi-conscience et semi-inconscience, on installe une véritable frustration. Mieux vaut donc s'installer dans une autre dynamique, même si là encore, il est fort probable que tu fasses ça avec une véritable volonté de montrer l'amour à ton partenaire. Et puis, peut-être un dernier aspect, c'est que tu peux te rendre compte que tu veux faire pour l'autre au lieu d'être avec l'autre. Donc tu vas multiplier les services pratiques, mais tu vas éviter les moments de présence réelle, ton agenda est chargé pour aider, pour soulager. Quand ton partenaire te dit « mais j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble, tu en fais beaucoup, t'es jamais là, t'es tout le temps pris. » Oui, mais je suis pris pour la maison, c'est pour nous, c'est pour notre bonheur. Oui, seulement tu t'en rends peut-être pas compte que ton partenaire est en train de te dire quelque chose que tu n'entends pas parce que tu veux faire pour l'autre, pour que la situation soit mieux. Tu peux aussi avoir toujours dans cette dynamique consistant à faire pour l'autre le d'être avec
l'autre, de t'occuper constamment des tâches pour éviter une discussion importante. Et là, il peut y avoir véritablement une inconscience où tu es assez proche de ce que je viens d'évoquer avec un agenda hyper chargé et qui fait qu'il n'y a pas de place pour que vous puissiez vous rencontrer. Parfois même, des couples me disent « on n'a même plus le temps de faire l'amour ». Tu peux, toujours pour illustrer cet exemple, penser que prouver son amour passe uniquement par ce que l'on fait. Et donc, tu campes dans l'activisme en te disant, je vais m'activer, je vais prendre soin, je vais prévoir les courses, le ménage, le repas, etc. Ou bien quand t'es un homme, tu vas bosser, nettoyer la voiture, ramener de l'argent, travailler plus pour gagner plus, faire que ta maison et tes enfants aient plus tout ce qu'il faut. Et quand ton partenaire te dit, j'en ai marre parce que je ne te vois jamais et j'ai l'impression d'être seul dans le couple, tu tombes à la renverse en te disant, mais avec tout ce que je fais pour toi, tu me dis ça? Comment ça se fait? Ton intention est belle, elle est pleine d'amour avec quelque chose de riche et de fort, et en même temps, tu as besoin d'entendre que faire pour l'autre, au lieu d'être avec l'autre, peut avoir des effets non négligeables sur l'altération du lien conjugal. J'insiste bien pour ressouligner que tout ce que je viens de mentionner là, ce ne sont pas des fautes, ce sont des faits. Ce sont des réflexes, des choses que tu as apprises, même si tu n'es pas conscient de les avoir apprises. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas conscient d'avoir appris une chose qu'on ne l'a pas apprise. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas conscient d'avoir appris une chose qu'on ne l'a pas apprise. Dès lors que l'on sait faire une chose, cela témoigne du fait que l'on a apprise. Je reviens sur un élément que j'ai antérieurement évoqué comme ça, que j'ai lancé à la volée en espérant que tu l'as perçu, c'est qu'il n'est rien de naturel dans nos comportements. Tout ce que tu fais, tout ce que fait ton partenaire, tout ce que font tes enfants relève de l'apprentissage. Nous avons appris à parler, lire, écrire, compter, danser, regarder, aimer, manger des légumes, manger des fruits, des céréales ou toute autre chose. Nous avons appris à nous déplacer, à avoir peur, à avoir horreur de certaines choses comme à en adorer d'autres, et nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous avons appris. Parce que nous avons la plupart du temps tendance à penser que c'est normal, que c'est naturel. Or, ce n'est pas parce que c'est ordinaire, dans le sens de tellement acquis, appris, maîtrisé, au point que ça relève de la compétence inconsciente, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de solliciter en conscience mon cerveau pour appliquer telle ou telle chose, que je ne l'ai pas apprise. Cela signifie que c'est une excellente nouvelle en même temps, parce que, comme je viens de dire que tous les traits que j'ai mentionnés ne sont pas des fautes, mais ce sont des réflexes que tu as appris, que nous avons appris. Je me mets dans le lot parce qu'il y a de nombreux réflexes que j'ai appris, déroulés avant d'arriver à me programmer pour autre chose. Ça veut dire que, comme je viens de le dire, tu peux choisir d'apprendre autrement pour te programmer pour autre chose. Certaines personnes me disent « Pascal, c'est ma personnalité, je suis comme ça. » C'est faux. C'est beau sur le papier, mais c'est faux. Tu as appris à être comme ça. Tu as construit ta personnalité. Tu ne l'as pas subie. Elle n'est pas tombée comme ça du ciel sur toi. Bam, ça y est. Je suis comme ça. Je ne peux donc rien y faire. Tu n'es pas un mouton. Et encore, tu as la superbe perspective attachée à la bonne nouvelle que tu as appris à construire ta personnalité en fréquentant tes parents, tes aïeux, tes collègues, tes voisins, tes confrères, tes copains, tes copines, etc. Ce qui signifie que tu peux apprendre à construire ta personnalité présente, quelles que soient les personnes que tu fréquentes, pour être celui ou celle que tu veux être. Tu n'as pas à subir celui ou celle que tu es. Tu peux constater qui tu es, comment tu fonctionnes, mais tu n'as pas à subir ça. Quand tu es inscrit dans une belle intention comme celle que je suis en train de pointer du doigt depuis le début de ce podcast, je trouve génial de voir que tu t'appliques, que tu veux écouter ton partenaire, chercher à le comprendre, que tu veux faire le meilleur, donner le meilleur de toi, et tu te rends compte parfois qu'en étant en mesure de donner le meilleur de toi, de chercher à comprendre, d'être attentif, de t'appliquer, de faire de ton mieux, de faire le maximum, tu récoltes quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu aurais voulu récolter. C'est parfois là que le découragement commence à poindre en se disant j'en ai ras-le-bol, maintenant le couple va te faire voir, je me retrouve seul parce que je serai plus heureux seul. Peut-être et peut-être pas.
Si tu pars du couple parce que tu fuis le couple et que tu te dis que tu seras plus heureux ou plus heureuse seul, je peux d'ores et déjà te dire que tu ne seras pas sans doute plus heureux. Si tu pars du couple parce que tu veux construire avec un véritable projet qui n'a rien à voir avec une fuite, le être seul, là les chances s'ouvrent davantage devant toi. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être en couple pour être heureux. Le couple est une opportunité pour construire, travailler avec une intensité différente, le développement du soi et de participer en plus au développement du soi de l'autre. Mais il n'est pas la seule voie, même si, selon moi, c'est la meilleure, voire l'une des meilleures. Mais bon, tu me diras que peut-être je suis en train de vendre ma came en tant que coach en succès conjugal. Là, je voudrais maintenant qu'on avance. Maintenant que j'ai véritablement insisté sur l'importance que tu intègres la belle intention qui est inscrite en toi. Et peut-être même que tu te serres la main, que tu te prennes dans les bras, tu te fasses un gros hug pour te dire « J'ai conscience que les résultats que j'ai espérés ne sont pas ceux qui ont été manifestés dans ma relation jusqu'à maintenant. Et en même temps, j'ai pleinement conscience d'avoir véritablement, intensément voulu m'appliquer et que je me suis effectivement appliqué pour un mieux-être conjugal. Ce n'est pas parce qu'on veut intensément s'appliquer et qu'on s'applique réellement que les résultats seront à la hauteur de nos attentes. C'est valable dans n'importe quel domaine. On peut s'appliquer, vouloir s'appliquer pour un programme quel qu'il soit, acquisition de compétences pour jouer d'un instrument, pratiquer un art, être un orateur, dans un métier quel qu'il soit ou autre, et ne pas arriver à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et c'est là que vient une question importante. Qu'est-ce qui fait que, alors que tu as tenu à t'appliquer et que tu as véritablement de manière active, manifester ton application, tu n'as pas le résultat de ce que tu aurais voulu. Je ne vais pas répondre maintenant à cette question, mais je voudrais que tu te la poses en te disant, il y a un ingrédient, je pourrais presque dire secret, qui m'a manqué. Ta potion a été sublime, tu as véritablement eu l'intention de faire une bonne potion magique, tu as mis les ingrédients de la potion magique, tous ceux qui étaient sur la recette, mais un ingrédient te manquait. Et cet ingrédient-là, si tu ne le connaissais pas, ou s'il n'était pas mentionné dans les recettes de tes aïeux, de tes parents, des couples voisins qui t'ont entouré, tu ne pouvais pas l'intégrer à ta potion. C'est ce qui peut expliquer la raison pour laquelle tu n'y es pas ou tu n'y as pas été. Cela dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu connaissance de cet ingrédient secret que tu devrais poursuivre la fin de tes jours, la suite de tes jours, en ignorant ce dernier. Tu peux t'enrichir de cela. Et il est fort probable que quand tu vas découvrir cet ingrédient secret dont je vais te parler dans quelques instants, tu te dises « Ah, ce n'est que ça ?» Et en même temps, je pourrais te dire que c'est comme quand tu vois un chef cuisinier qui prépare une recette et que tu prépares la même recette à partir de ce qui t'a été donné par ce chef, tu te rends compte que le résultat n'est pas le même. Ce chef pâtissier a donc un ingrédient secret. Et peut-être serait-il plus juste de ne pas utiliser le verbe avoir pour commencer à évoquer cet ingrédient secret. On agit généralement avec les outils que l'on possède. Si tu n'as pas, tu ne peux pas faire. Si tu fais comme ça, c'est que tu as appris. Ce que tu crois efficace relève de ce que tu as appris. Ce que ton histoire t'a montré comme étant la manière d'aimer relève de ce que tu as appris. Donc, j'insiste, en abordant un nouveau pas, tu peux mettre ta culpabilité à la poubelle. Tu as une nouvelle possibilité qui s'ouvre devant toi, pour laquelle j'aimerais que tu te défasses complètement avant d'y arriver de la culpabilité. Comment pourrais-tu te sentir coupable, ou quelle serait la logique que tu te sentes coupable d'ignorer un ingrédient secret que personne ne t'a révélé? Je te rappelle depuis le début de ce podcast que j'insiste pour te dire que tu as eu la bonne intention de faire vraiment de ton mieux et que deuxièmement, tu as véritablement fait de ton mieux.
Et alors que ta conscience entend ce que je suis en train de te dire, tu valides, tu acquiesces, tu as la tête qui hoche en te disant « Mais effectivement, Pascal, tu as raison, j'ai fait de mon mieux. Le résultat n'est pas à la hauteur, mais j'ai effectivement fait de mon mieux. J'ai donc toute la légitimité pour dire à la culpabilité « Va te faire voir. Je ne veux plus te voir. C'est fini, toi et moi. Au revoir, puisque tout ce que j'ai vécu dans ma relation jusqu'à maintenant, ou 99,8% de ce que j'ai fait dans ma relation en cours ou passé, si tu n'es plus en couple actuellement, relève de cette véritable intention de faire de ton mieux avec des actes qui manifestaient le mieux du mieux que tu pouvais faire à ce moment-là. À présent, faisons le pas qui nous rapproche de ce fameux ingrédient secret. Je vais d'abord commencer par t'exprimer la différence essentielle qu'il y a entre bien faire, qui équivaut à agir pour obtenir un résultat, et être juste, ce qui vaut à agir depuis une présence. Tu as entendu que dans la première approche, bien faire, je repose sur le verbe faire. J'agis dans le but d'obtenir quelque chose. Dans la deuxième expression, je mets l'emphase sur être, dans lequel je vais agir depuis une présence. Je ne suis plus en attente de résultats. Je suis en manifestation d'être. Et la plupart de tous ces éléments, pour ne pas dire tous les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, à savoir expliquer au lieu d'écouter, réparer au lieu d'accueillir, anticiper au lieu de demander, attendre une reconnaissance même si elle n'est pas exprimée clairement, qu'elle est silencieuse, faire pour l'autre au lieu d'être avec l'autre, tout cela relève de bien faire, c'est-à-dire agir pour, en attendant au bout de la chaîne, un résultat. Il te semble que c'est minime et que peut-être tu te dises « Ah ben ce n'est que ça, docteur ?» Eh bien, je voudrais te dire « Oui, ce n'est que ça et c'est énorme. » Puisque être juste, ce qui signifie agir depuis une présence, tu ne l'as pas appris depuis l'enfance. Ce qui signifie que même si au niveau de ton mental, tu te dis « Oui, non, mais ce n'est que ça. » C'est énorme et ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas pour faire comme si, c'est véritablement énorme. Être là, être dans sa pleine présence, proche de l'autre, avec l'autre, pour être avec l'autre, avec pour but d'être avec l'autre, être auprès de l'autre, être à l'écoute de l'autre, être soi dans le lien conjugal. Je ne sais pas si ça te parle de manière très pratique, mais ça peut provoquer de sérieux déplacements. Ça veut dire que quand tu vas écouter ton partenaire, tu ne vas pas écouter pour lui répondre, par exemple, pour lui expliquer les raisons pour lesquelles tu as fait ce qu'il te dit qu'il n'a pas apprécié que tu as fait. C'est que tu vas l'écouter pour comprendre. Qu'importe que tu te trouves accusé ou non, tu vas chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il trouve un inconfort dans ce que tu as fait ou dit, ou dans ce que tu n'as pas fait ou pas dit. Répondre, c'est fini, j'ai plus à répondre, puisque l'axe dans lequel je m'inscris est dans l'être juste. Être là pour lui, pour l'écouter, être écoute. Ça peut provoquer un autre déplacement qui consiste à donner à ton partenaire sans vérification, sans contrôle. Je donne de moi, de mon temps, sans plus attendre quoi que ce soit. Je suis là pour toi. Et même quand tu me rejettes, ou quand tu penses me rejeter, tu ne me rejettes pas moi, parce que ce n'est pas l'être que tu rejettes, c'est ce que tu as l'impression que manifeste mon être quand je fais quelque chose auprès de toi. Mais je sais très bien que ce n'est pas moi que tu rejettes. Par conséquent, je peux rester là, proche de toi, dans l'être que je suis. Petit déplacement encore, tu peux demander clairement à ton partenaire plutôt que d'attendre. Et je te renvoie au podcast de la semaine dernière dans lequel j'ouvre une parenthèse sur l'art de demander, formuler des demandes. Et il y a même un podcast qui est complètement
consacré à ce sujet. L'art de formuler les demandes, non au conditionnel présent, mais au présent de l'indicatif. Et puis tu peux par exemple, dernier exemple, ralentir avant d'agir. Prendre le temps d'être toi, de te convoquer dans qui tu es avant de passer à l'action. Ton partenaire te dit qu'il a le sentiment que il ne peut pas compter sur toi. Par exemple, tu ralentis. Tu es toi. Tu te convoques. Tu es présence. Tu es auprès de lui. Et au lieu de le renvoyer dans les cordes en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, tu peux compter sur moi. Quand est-ce que tu as pu... » Top. Plus rien de tout ça. Puisque tu as ralenti avant d'agir, tu ne vas pas réagir. Tu vas donc agir. Ton partenaire te dit « Je ne peux pas compter sur toi. » Tu trouves? Voilà le genre de réponse que tu vas formuler. Ou bien, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui t'amène à envisager de ne plus compter sur moi? Ou bien, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu ne peux pas compter sur moi? Ou bien, et je pourrais te proposer 15 ou 20 options différentes dans lesquelles tu restes là. Il n'est pas question de faire, d'essayer de convaincre, de chercher, de tirer, de te protéger ou d'attaquer. Il est clairement statué que tu vas être juste. J'ai envie de dire, tu vas être juste toi. Et tu sais que ça peut être un magnifique cadeau que tu peux faire à 2 personnes. Être juste toi. La première personne bénéficiaire de ce cadeau, c'est toi. Parce que quand tu es juste toi en étant juste, tu n'as rien à faire que d'être présent. Et généralement, tu vas être écoute, tu vas être attentif, tu vas être soutien, tu vas être accueil, tu vas être manifestation d'un être dans une action, plutôt qu'une action pour essayer de prouver un être. Tu vas être manifestation d'un être dans une action plutôt qu'une action pour prouver un être. Tu n'as plus rien à prouver, plus rien à défendre. Tu as à continuer à être toi. Et ça, c'est un cadeau magnifique que tu peux te faire. Et puis par voie de conséquence, tu vas faire un cadeau magnifique à ton partenaire et tu t'attendais à ce que j'aille dans cette direction-là, donc j'y vais. Tu vas offrir à ton partenaire un être juste, qui sera toi. Un être sur lequel, permets-moi d'aller jusque-là, il pourra cracher, frapper, manifester son mécontentement, pleurer, geindre, et un être qui saura être juste lui, sans tomber, parce que tu sauras que tout ce que je viens de mentionner n'a rien à voir avec toi, mais qu'il est en train d'exprimer une souffrance. Il est en train d'exprimer une impuissance, une frustration, et que le simple fait qu'il te le manifeste est une manière de signifier qu'il reconnaît en toi un être juste, adapté pour entendre ce qu'il est en train de dire. Tu comprends que si tu prends mal et que tu réagis ou surréagis à ce qu'il te dit, tu vas t'envoyer à toi le message d'autodisqualification d'être bien fondé dans ce couple, et tu vas en plus insinuer à ton partenaire qu'il aurait mieux fait de ne pas s'appuyer sur l'être juste que tu es. Alors que si tu ne surréagis pas en te disant que ton partenaire souffre, et il te partage sa souffrance parce qu'il voit en toi un être juste, en mesure de recevoir sans surréagir, mais d'être une véritable présence, tu vas te positionner véritablement autrement. Je sais que quelque chose s'agite sans doute en toi, où tu te dis « Waouh, purée, mais c'est dur, parce qu'en réalité, Pascal, mon partenaire me dit des choses, mais il y a des choses qui me blessent vraiment. Ce n'est pas une idée, c'est pas une vue de l'esprit. » Je n'ai jamais eu l'intention de te dire que quand tu te sens blessé, c'est une vue de l'esprit. Tu te sens réellement, authentiquement blessé. Et tu te sens réellement, authentiquement blessé à tort la plupart du temps.
parce que ton partenaire n'a pas l'intention de te blesser comme toi. Tu n'as pas l'intention, la plupart du temps, de le blesser. Ton intention est de lui manifester de l'amour. Et la plupart du temps, quand ton partenaire agit d'une manière qui sort des cadres, qui est irrespectueuse, etc., c'est parce qu'il manifeste une souffrance. Son intention n'est pas de te faire mal, mais de dire « j'ai mal », de montrer « j'ai mal ». Si tu te campes dans l'être juste, tu pourras accueillir ça. Et si tu te campes dans cet être juste, et plutôt à force de te camper dans cet être juste, ton partenaire va prendre l'habitude de t'exprimer ses souffrances, ses blessures, ses vulnérabilités, se déshabiller devant toi, jusqu'au moment où il sera tellement nu qu'il n'aura plus rien à dire. Si ce n'est « Waouh, qu'est-ce que je me sens bien avec toi. Je pense que tu es la personne la plus proche de moi, tu es la personne la mieux à même pour me comprendre. » Et j'ouvre juste une parenthèse, tu n'as pas dit que tu l'avais compris. Tu as juste été là, toi, prêt ou prête à l'écouter. Je ferme la parenthèse. Tu es la personne la plus précieuse à mes yeux, celle sur laquelle je peux vraiment compter. Et même s'il ne formule pas la suite, parce qu'il n'en aura peut-être pas conscience, sur laquelle je peux vraiment compter au point de me déshabiller, d'être vraiment moi, de me lâcher et d'être accueilli comme je suis. Synonyme, je vois que tu m'aimes. C'est pas des mots. C'est un truc énorme, c'est lourd. Ça compte, ça pèse en moi. C'est puissant, c'est riche, ça me transforme. Je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Je ne savais pas que tu pouvais m'aimer comme ça. Et là, tout à coup, alors que tu avais véritablement l'intention de montrer ton amour à ton partenaire, en remuant ciel et terre, en expliquant au lieu d'écouter, en réapparant la relation, en anticipant pour faire en sorte qu'il ait tout ce qu'il fallait avant qu'il ait même le temps de le demander, en étant en attente et en lui demandant, parfois même en faisant des reproches, parce que tu te dis c'est vraiment mieux pour vous et c'est vraiment l'intention de faire des reproches, des réprimandes. Et va écouter le podcast qui porte ce sujet également si tu ne l'as pas écouté, que tu veux faire des choses à sa place, tu te rends compte qu'en fait, tu as cessé de faire, tu t'es placé là en être, en posture je suis moi et je veille à recevoir qui tu es sans jamais plus prendre ça pour moi et donc sans surréagir et tu te sens aimé, presque de manière un peu imagée, depuis que je fous rien et que je me suis placé dans être moi, tu te sens aimé? Waouh! Et oui, parce que ton partenaire ne t'a pas choisi parce que tu étais une super dame de ménage, que tu faisais bien les courses, que tu bossais, et je ne sais pas quoi, il t'a choisi parce que tu es toi. Tu l'avais oublié ça. Ne l'oublie plus jamais. S'il te plaît. Ton partenaire t'aime parce que tu es toi. Et quand ton partenaire te demande de changer, c'est pas toi qui le demande de changer. C'est certaines choses que tu fais qu'il demande de changer. C'est pas ton être. Tu faisais ces maladresses avec de belles intentions parce que tu tenais à la relation, parce que tu voulais vraiment aimer correctement, parce que tu refusais l'indifférence, tu voulais mieux pour vous, tu cherchais le lien, tu voulais connecter le lien. Autrement dit, tu comprends que ce qui fatigue parfois ton couple est aussi la preuve que tu tiens à ton couple. Tu sais maintenant que tu vas travailler autrement, avec une autre assise, celle de l'être. Être toi. Cela dit, ça m'invite à te poser une question. Est-ce que tu es conscient d'être un mec ou une nana extraordinaire? Est-ce que tu penses que ton partenaire rentre à la maison parce qu'il est obligé de rentrer à la maison? Est-ce que tu penses que ton partenaire bosse comme un malade pour le foyer parce qu'il est obligé de bosser comme un malade pour le foyer? Est-ce que tu penses que ton partenaire ne fait rien à la maison parce qu'il a envie de te casser les pieds ou d'être pénible avec toi? Non, tu sais personnellement que c'est pas ça. Rien de tout ça. Si ton partenaire ne fait rien à la maison, ce qui n'est pas véritablement vrai sur le plan rationnel, mais ne fait pas autant que tu voudrais qu'il fasse à la maison, c'est parce que ton partenaire passe par un moment où il veut dire quelque chose qu'il n'a pas verbalisé. Si ton partenaire bosse comme un malade, c'est parce que ton partenaire veut te dire quelque chose
qu'il ne sait pas verbaliser. C'est parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on aime. C'est parce qu'il pense que c'est bon de soutenir comme ça. Et s'il ne fait rien à la maison, c'est parce qu'il pense aussi, sans doute, que c'est comme ça qu'on vit la vie du couple. Tu entends ça? Vous avez à vous retrouver tous les deux. T'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, hein? Tu as bien compris ça. Vous avez à vous retrouver tous les deux. En te disant que tu n'as pas besoin d'apprendre à aimer plus et à avoir tendance à faire plus. Je voudrais te demander de faire moins et d'aimer juste. Tu peux apprendre à voir ce que tu fais déjà, réduire la liste des actions, augmenter la focale sur être. Je veux être. Parce que c'est l'être qu'il ou elle aime. Rappelle-toi quand même que le couple ne demande pas la perfection des actions. Il demande que tu sois toi. Toi, que ton partenaire aime. Il demande ta conscience, ta personne, ta passion, ta vision, tes rêves. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, tu peux apprendre à l'installer dans ta vie. Si tu veux des témoignages, prends contact avec moi. Je te mets en relation avec des personnes qui sont dans la méthode CAP avec moi et qui travaillent dans cette dynamique-là, qui apprennent à être là avec l'autre, être elle. Et comme par hasard, le regard de leur partenaire change au point de leur dire « Waouh, j'aime qui tu es en train de devenir ».